du temps de l'averse, du temps de la catastrophe. Un peuple francophone du Canada qui a été déporté dans les années 1700. Ils ont été déportés vers la Louisiane à partir du Canada et ils sont morts par milliers. Quand ils parlent de cette catastrophe, ils parlent du grand dérangement. Le grand dérangement. C'est peut-être pour protéger le cerveau que l'on utilise ces euphémismes. Alors, le témoignage sur les grandes tragédies est aussi problématique parce qu'il suscite beaucoup de scepticisme. On ne peut pas imaginer que l'humain puisse descendre à des profondeurs abyssales dans la cruauté. Primo Levi, dont je parlais tout à l'heure, dans son livre qu'il a intitulé « Les naufragés et les rescapés, ce qu'il reste d'Auschwitz », il dit que les humains qui entendent les récits, les humains à qui on parle de ce qui est arrivé dans les camps de concentration, dans un premier temps, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils appellent ça l'ignorance voulue, revendiquée. Ensuite, ceux qui témoignent eux-mêmes ont des difficultés parce qu'ils se disent « on ne va pas me croire, même si je commence à m'exprimer, on ne va pas me croire ». Les survivants qui donnent leur témoignage sont d'abord confrontés à la volonté d'ignorance des autres, comme si les humains mettaient un bouclier pour ne pas être confrontés aux horreurs, aux récits des horreurs commis par leurs semblables. Certains témoins vont donc se murer dans le silence, dans la meilleure des hypothèses, et dans la pire des hypothèses, ils vont se suicider. Quand ils décident de parler, les rescapés sont pris pour des affabulateurs, parce qu'ils écoutent le récit des horreurs qu'ils ont connues. Ils se sentent eux-mêmes comme des usurpateurs, car les vrais témoins, les témoins intégraux, ce sont ceux qui ont été anéantis par la tragédie, ceux qui ne sont pas revenus. Ils se sentent donc comme des usurpateurs, car les vrais témoins, les témoins intégraux, sont ceux qui ne sont pas revenus de ce voyage au bout de la nuit. Ce sont ceux qu'il appelle les engloutis, ou les naufragés, ceux qui ont touché le fond. Le seul témoignage crédible serait le leur, mais ils ne sont pas là pour le rendre, ils ne sont pas là pour le donner. Les rescapés tiennent donc un témoignage par procuration. Ils parlent pour les autres. Ils témoignent donc d'une expérience indicible, mais qu'ils n'ont pas eux-mêmes vécu. Ils se sentent donc illégitimes de tenir cette parole. Alors, Martin Daillard-Rosé, parce que c'est à lui que je vais maintenant en venir, ses parents lui ont donné un nom et en même temps une injonction, un ordre, Daillard-Rosé. Je les tais, ces paroles, je les garde en moi, ces paroles. Mais il a pris le risque de la parole. Et ce qu'on vous présente dans ce livre, c'est des prises de parole, des éditoriaux, des discours radiophoniques, des rapports politiques qu'il a produits de 1968 à 1971, 70, 71 à peu près. Ce sont donc autant de montées au front. Il voyait venir la catastrophe et il se sentait, en homme d'État, la responsabilité de prévenir ses frères humains, ses concitoyens, que cette catastrophe s'annonce et qu'elle risque de faire des dégâts immenses. Alors, qui est Martin Daillard-Rosé? J'ai comme l'impression que son parcours en fait comme un héros d'une tragédie grecque. C'est-à-dire quelqu'un qui se bat de toutes ses forces pour éviter que la tragédie survienne, mais qui est incapable d'arrêter cette tragédie. Martin Daillard-Rosé rencontre Ève Rose Daillard-Rosé dans les années 60. Les deux tourtereaux se marient en 1967. Tout fait de ces êtres d'exception, les héros des tragédies grecques.
Ils sont beaux comme des dieux. Ils sont de deux ethnies différentes, Martin et Hutu, sa mère est Tutsi, et Rose Ndaya Rosé est Tutsi, rwandaise. Bien des initiatives sont menées pour contrarier leur union, mais rien n'y fait. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils se marient aux premières lueurs des soleils des indépendances, quand l'Afrique connaît les douleurs de l'enfantement. L'Afrique se forge un nouveau destin dans le bruit et la fureur, dans le tumulte et le fracas. Légèrement avant les indépendances, en 1959, la Toussaint rwandaise, la révolution rwandaise, qu'on a appelée la révolution sociale rwandaise, jette sur les routes de l'exil des milliers de Tutsis rwandais. Leurs récits cauchemardesques vont hanter la mémoire collective au Burundi, alimenter l'imaginaire collectif au Burundi, alimenter le radicalisme ethnique au Burundi. De l'autre côté, dans la ligne de fracture ethnique, c'est-à-dire du côté des Hutus, certains fantasment aussi sur le modèle rwandais. Ils se disent, si on avait une révolution de ce type, peut-être qu'on pourrait changer l'ordre politique ici au Burundi. Alors, pendant que commence donc il y a certains qui voient le cas rwandais comme un anti-exemple. Il y en a d'autres qui rêvent du Rwanda, de l'exemple, prennent le Rwanda comme exemple. Alors, cette intrusion des réfugiés rwandais au Burundi va accentuer la fracture entre les ethnies dans un pays où on avait quand même relativement vécu en bonne intelligence, alors que du côté rwandais, les relations étaient beaucoup plus tendues. Il faut donc comprendre ce qui est arrivé au Burundi à ce moment, juste après les indépendances, en référence à cet exemple rwandais. Pendant qu'à ce moment-là aussi se commence le crépuscule des Baganois, c'est-à-dire la fin de règne de l'aristocratie rwandaise. Et il y a un autre peuple, il y a une autre composante sociale du Burundi qui a longtemps été exclue, les Hima, qui rêvent de revanche. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une sorte de laboratoire composé par 4 personnes, Muhirwa André, Muhirwa Marc, Nubu et Yamoya. Alors, ce sont les 4 qui vont en fait commencer à penser à un nouvel ordre politique où les Hima seraient au cœur du pouvoir. Simbanani, dont on parle beaucoup quand on parle de plan Simbanani, nous viendra après. Au fond, il mettra en œuvre une pensée qui a été élaborée par les 4. Les deux tourtereaux, donc, Rose Karambizi et Martin Ndaya Rosé, sont mariés en 1976, en 1967, et déjà à ce moment, de gros nuages lourds ont déjà commencé à s'amonceler à l'horizon. La table était mise, le décor planté pour que la tragédie commence. Ndaya Rosé mourra 3 mois avant le 5e anniversaire de mariage du couple. Le livre qu'on vous présente aujourd'hui est donc un livre écrit à 4 mains, comme un enfant que Rose aurait porté pendant plus de 40 ans, après l'avoir eu de son mari, Martin Ndaya Rosé. Le livre comprend 2 parties. Dans la première partie, l'auteur, Rose Ndaya Rosé, consigne les rapports politiques, les éditoriaux, les discours radiophoniques et les mémorandums que son mari a écrits de 68 à 70. Ce sont autant de montées au front, où l'homme d'État visionnaire alerte son président, son peuple et son parti. Il dénonce les dérives du tribalisme et identifie les tendances lourdes, larges et longues qui, si rien n'est fait, risquent de précipiter le Burundi dans le chaos. Martin Ndaya Rosé est marxiste-léniniste. C'est un révolutionnaire convaincu, pas toujours convaincant. Shooté à ce qu'un philosophe s'appelle Raymond Aron
appelle l'opium des intellectuels, l'idéologie marxiste-léniniste. Marx parlait de la religion comme de l'opium du peuple, et Raymond Aron a parlé de l'idéologie marxiste-léniniste comme de l'opium des intellectuels. Alors c'est quelqu'un qui croit vraiment à l'idéologie marxiste-léniniste. Tous ses écrits transpirent cette idéologie. Mais c'est quelqu'un aussi qui croit profondément à son pays, qui croit profondément à l'unité de son pays, et qui pense que le tribalisme ne triomphera pas si, à ses côtés, les gens se battent contre cette dérive. On a l'impression qu'il est naïf par moment. Et la personne qui a préfacé le livre dit qu'il a eu une confiance infinie envers Michombero, et c'est difficile à comprendre. Alors, la situation, je vais juste vous lire un extrait du livre pour vous donner une impression, pour vous donner une idée de la substance du livre. Il écrit le 18 avril 1968 au président de la République, je cite, « La situation empoisonnée actuelle prouve l'existence d'un racisme Hutu-Tutsi dans nos murs. Du côté Hutu, on compte des théoriciens d'une vraie démocratie à instaurer. Ceux-ci constatent que les structures administratives, jusqu'à leurs échelons les plus modestes, sont Tutsi et condamnent le népotisme conscient ou inconscient qui résulte de ce monopole. En plus de ces incriminations, ils s'insurgent contre les tyrannies et les injustices facilitées par cette forte homogénéité ethnique dans l'administration et l'État. Face au principe Tutsi d'autodéfense, les Hutus trouvent que les Tutsis ont inventé les thèses du péril Hutu et de la lutte pour la survie pour créer des occasions de les torturer et de prolonger ou perpétuer leur domination. C'est ainsi, disent-ils, qu'on jette la terreur dans la masse, qu'on oriente des suspicions préconçues aux Hutus devenus nécessairement racistes et subversifs, qu'on les guette, qu'on leur attribue des complots invraisemblables et qu'on les mine moralement et physiquement par des malices diaboliques. On parle même d'un apartheid Tutsi qui se prépare. Voici l'histoire. Une organisation raciste Tutsi possède un programme d'action dont Artemon Sebaganie serait l'auteur. Le programme vise l'instauration d'un apartheid Tutsi au Burundi et dit que sa réalisation s'opérerait en 3 moments. Premier moment, semer la panique entre les ethnies en noircissant fortement quelques hauts intellectuels Hutus. Deuxième moment, vous faire disparaître physiquement pour plonger le pays dans la confusion et la colère. Troisième moment, tablant sur ces faux bruits déjà en circulation, crier à haut sur les Hutus pour récidive de 65. Alors il ne restera plus qu'à lancer une répression sanglante sur des cibles choisies d'avance et à se montrer très actif dans l'épuration criminelle pour réclamer le pouvoir en rançon de son zèle. Après ce coup de balai, l'apartheid régnera au Burundi et le péril Hutu sera à jamais anéanti. Point fin de citation. Martin Dayaroze a crié à en mourir. C'est à peine de voir le Burundi s'engager vers le chaos. Son président ne l'a pas écouté et au lieu de l'écouter, il en a fait la première cible de ses purges criminelles en 1972. Les écrits qui constituent la deuxième partie de ce livre sont de Rose Karambezi Dayaroze, vestale, gardienne de la mémoire de son mari, convaincue de son innocence. Elle plaide auprès des Nations Unies, auprès des différents présidents du Burundi, mais aussi auprès des gouvernements canadiens, afin que ne se répète pas le cataclysme qui a emporté des milliers de vies humaines au Burundi. Il écrit notamment dans une lettre ouverte au chef d'État en 1988, je cite, « Bien des gens n'ont pas connaissance du génocide burundais de 1972, au cours duquel furent exterminés de manière planifiée plus de 300 000 membres de l'ethnie Hutu. J'ai été témoin de cette tragédie. J'ai vu se dérouler sur une période d'à peine quelques semaines la liquidation complète de l'intelligentsia Hutu, l'une des victimes étant mon mari,
le commandant Martin Dayarosé. Martin était un homme qui croyait à l'avenir de son pays et il s'efforçait de réduire les tensions ethniques qui menaient le pays vers la catastrophe. En dépit des idéaux d'unité nationale, Martin s'est vu trahi par une bande d'assassins. Il devait être accusé plus tard d'avoir trempé dans la préparation d'un coup d'État, pure invention fabriquée par le gouvernement burundais pour camoufler le cours de leurs actions sanguinaires. Fin de citation. Ces lettres sont donc elles aussi comme une série montée au front, le front de la mémoire, en vue d'obtenir la réhabilitation de son mari et par-delà son mari, de toutes les victimes innocentes de la barbarie de 1972. Dans un ultime appel au président Buyoya, il écrit en 1993, juste avant le grand cataclysme qui allait emporter le président Ndadaye, il écrit au président Buyoya, lors des troubles de 1972, j'ai perdu mon mari, mes enfants, leur père, le commandant Martin Dayarosé. Hutu de mère Tutsi, deux composantes de la nation burundaise. Il ne pouvait être responsable de vouloir participer au massacre d'un groupe par un autre. C'est de façon impartiale et intègre qu'il fut ministre de l'Information et de l'Économie, puis secrétaire général du parti, au service de son pays. Nous vous demandons, Monsieur le Président, les enfants et moi-même, de réhabiliter l'homme qu'il fut. Nous croyons que dans votre sagesse, une solution satisfaisante est possible, quelle que soit la voie que vous choisirez pour y parvenir. Mes enfants et moi-même avons moralement besoin de la réhabilitation de leur père. Fin de citation. J'aimerais terminer par une courte réponse à ma dernière question. Que m'est-il permis d'espérer? Ceux qui ont étudié les grandes tragédies savent que pour anéantir l'autre sans avoir de problème de conscience, il faut d'abord le soustraire à l'humanité. En faire un animal, on appelle ça la bestialisation, ou au pire, en faire une chose. Ces mécanismes commencent dans l'ordre du discours. Quand on disait à Antoine, il n'y a pas longtemps, Sohima, par exemple, quand on dit de tel que c'est un tribalo-terroriste génocidaire, ou quand on dit à un autre que c'est un Imbonerakure, on le soustrait à l'humanité. Et donc on légitime le meurtre de cet innocent. Ces mécanismes de bestialisation ou de chosification, nous devons collectivement les combattre pour nous libérer des fantômes du passé et des pièges d'une mémoire ethnisée, d'une mémoire vengeresse. Pour cela, il faut rétablir tous les humains dans leur dignité, les restituer à la famille humaine, au lieu de voir dans l'autre un monstre, celui par lequel la tragédie a frappé les nôtres. Cela commence par le refus des identités figées. Cela commence par le refus de la globalisation. Il faut donc un effort qui consiste à considérer chaque personne comme un individu et à ne pas lui faire assumer les actes qui ont été posés par les gens de son ethnie. On entend souvent les gens dire « les Hutus nous ont décimés. Les Tutsis nous ont décimés. » Si telle ou telle personne qui appartient à l'ethnie Tutsi a posé des actes, il doit en répondre individuellement. Ce n'est pas l'ensemble des Tutsis qui ont tué, mais c'est X, Y, Z. Ce n'est pas l'ensemble des Hutus qui ont tué, mais c'est X, Y, Z parmi les Hutus. Et la culpabilité n'est pas génétique. Un enfant n'est pas comptable des gestes, des actes,
des crimes que son père a commis. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est un individu qui a commis des crimes. La responsabilité ne se transmet pas. Merci pour l'approbation. Alors, je vais faire référence à un auteur qui s'appelle Frantz Fanon, qui a écrit en 1952 un livre qu'il a intitulé Peau noire, masque blanc. Il réalisait un mouvement littéraire, le mouvement de la négritude, par lequel des créateurs, des auteurs, des créateurs noirs revendiquaient leur négritude pour s'affirmer comme humains après avoir été liés comme humains. Mais ce qui m'intéresse dans la pensée de Frantz Fanon, c'est qu'il dit ceci. Je suis noir et des tonnes de chaînes, des nuages de crachats ruissellent sur mes épaules. Mais je n'ai pas le droit de me laisser entrer. Je n'ai pas le droit d'admettre la moindre parcelle d'existence, d'être dans mon existence. Et il ajoute, nous avons un passé crime, un passé tragique. Mais aussi bien le noir que le blanc doivent apprendre à se parler. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Donc on peut très bien remplacer les mots noir et blanc par Hutu et Tutsi. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Je peux très bien dire le Tutsi n'est pas plus que le Hutu. Tous deux ont à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs afin que naisse une authentique communication. Avant de s'engager dans la voie positive, il y a pour la liberté un effort de désaliénation. Un homme, au début de son existence, est toujours congestionné, noyé dans la contingence. Le malheur de l'homme est d'avoir été un enfant. C'est par un effort de reprise de soi et de dépouillement, c'est par une tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent créer les conditions d'existence d'un monde humain. Fin de citation. Nous avons à créer les conditions d'existence d'un monde humain, d'un Burundi humain. Et pour cela, nous devons dire la mémoire, rappeler les crimes du passé, avec comme objectif ceci. Cela est arrivé, il faut qu'on le dise, parce que demain, ça peut se répéter. Demain, l'histoire peut bégayer. C'est sur ça que je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que ça y est? Maintenant tout le monde est installé. Ok. Je crois que maintenant chacun est à l'aise et on peut embrayer sur le brillant, le très brillant exposé que vient de faire notre professeur Fabien. La parole est à qui d'autre? Une seconde. Avant les interventions, je suppose qu'après Fabien, il y a ou Rose ou Antoine qui ont envie d'intervenir. Non. Pour la suite. Ok, voilà. Allez-y. D'abord, je vais me présenter et vous parler des origines. Est-ce qu'on peut vous demander juste
petit peu le volume. Si vous pouvez essayer. Je vais vous parler des origines pour laisser comprendre comment j'ai compris la dislocation de notre société. Mon père s'appelait François Karambisi. Il était un homme qui a été nommé par l'administration pour être sous-chef au Rwanda. Parce qu'avant, il y avait des chefs traditionnels. Le Rwanda était dirigé par le roi, les familles, 2 clans, et puis il nommait des chefs et des sous-chefs. Pendant l'administration, ils ont décidé de changer les choses, de mettre les gens qui ont décidé. Mon père avait étudié au séminaire. Après ses études, il a travaillé comme comptable à Astrida. Tout allait s'appeler Astrida. Après, on l'a nommé sous-chef à une région qui s'appelait Burangandara. Dans les Mayaga. Burangandara, c'est à côté du Burundi. À Kaninyaka, on battait les tambours à l'église, on les attendait chez nous. Alors, mon père, c'était un homme qui travaillait pour le développement. On l'avait nommé à cet endroit quand il y avait eu la famine. Il y avait une famine qu'on a appelée Uzagaïwa. Les gens mouraient en masse, les gens fuyaient, ils allaient en Ouganda chercher à manger. Et mon père s'est mis à faire travailler les gens. Des fois, on les détestait parce qu'il réveillait les gens. On se lève le matin, on va faire des irrigations. On va faire les trucs là, on les avait sur les volets pour les faire l'eau, on levait les gens à 4 heures. Mais après, il y avait un monsieur qui avait une corde. Mais il avait cette corde et soit venir piper à la terre. Donc les gens venaient dans notre cour et mon père les expliquait ce qu'il fallait faire. Il a dit que si on se prend en main, on va réussir. Et puis, il ne choisissait pas les gens. Les gens l'ont détesté parce qu'ils pensaient que c'était un Mon père n'était pas les grands, au-dessus de 2 mètres. Et ils ont dit, ce monsieur-là, on ne connaît pas ses origines. Il avait tout le monde travaillé dans les champs. Oui, tout le monde travaillait. Sinon, vous allez mourir de faim. Moi, j'étais là. J'étais toujours là à écouter ce que je la population. Et aussi, il nous impliquait dans son travail. Quand il fallait vacciner les gens refusaient. Ils disaient, on ne sait pas ce que ces blancs vont nous faire, ils vont nous tuer. Alors, il nous a menés devant les gens. On nous vaccinait d'abord. Ils acceptaient de vacciner. Donc, à cette époque, c'est le moment où on a commencé à entendre les aliénés. Et puis les gens, c'est à cause des études des anthropologues et des sociologues qui sont venus chez nous et qui ont vu qu'il y a 3 peuples qui ne sont pas les mêmes. Ils ont fait leur travail comme ils le font dans plusieurs pays. Mais chez nous, ils ont compris ça. Ils ont commencé à se dénigrer. Et donc, moi, je suis fidèle. Et quand mon père
était côté élite tout le temps parce qu'il travaillait beaucoup. On disait il est aimé par les Blancs. Mais moi, je pensais que c'était des paroles, les gens peuvent se taquiner. Quand l'indépendance approchait, il y a eu des formations des partis politiques. Et là, c'est là où le problème a commencé, le problème ethnique. Les politiciens, les gens qui ont décidé de diriger les partis, je pense qu'ils n'avaient pas d'expérience démocratique. Ils ont utilisé l'ethnie comme arme pour inciter les gens à voter pour eux, à les rallier. Donc, ils ont commencé à dire que les Tutsis ne sont pas des Rwandais. Les Tutsis sont des Abyssiniens, des Éthiopiens. Qu'il fallait les chasser et même les mettre dans la rivière Nyamarongo. Ils ont pris des machettes. Ils ont commencé à couper les bras des gens. Les Tutsis et blancs, on va les rapetisser. Couper le cou. Nous, chez nous, on disait que mon père était surtout. Il était à l'endroit où ils essayaient de faire un paysanat. Parce que l'habitat de Rwanda, c'est l'habitat écarté. Donc, on voulait couper les gens pour qu'on les amène, donc les routes, les hôpitaux, les écoles, tout ça, pour que les gens voyagent par des kilomètres pour avoir le service. Et un jour même, il y a une femme qui était enceinte. On a été amené, c'est une chose qu'il portait. Et puis on l'a amené chez mon père pour qu'il l'amène à l'hôpital. Et cette femme, mon père l'a amenée. En cours de route, la femme est morte. Alors mon père donnait ça comme exemple. Il faut se regrouper, il faut être dans un endroit où on est proche des hôpitaux. Alors pendant qu'ils construisaient ce paysanat, ça a commencé chez nous aussi. Il avait parqué son auto, ils ont pris les feuilles de banane, les feuilles de ficelle, et puis ils les ont mis sur l'auto et ils voulaient mettre le feu. Il y a d'autres qui ont dit non, il ne faut pas le faire. Mon père a couru et il y avait un pygmée qui avait une machette qui voulait tuer mon père. Et mon père avait un pistolet. Il a tiré le monsieur à l'hiver. À cette époque, moi j'étais aux études parce que j'ai fait les premières années jusqu'au 4e au Rwanda. Après, mon père m'a amené en Ngozi, dans une école de dames de Marie. C'était une école où il y avait tous les enfants des chefs, des sous-chefs et des évolués. On appelait ça parce qu'il y a eu aussi une classe qu'on lave les assiettes, et puis qu'on passe nos lits, qu'on cire nos chaussures. Et les parents ont protesté, ils ont dit non, nos enfants doivent savoir travailler. Donc, on a commencé à faire la vaisselle, on a passé les assiettes.